Nous, on continue notre live exceptionnel consacré au séisme Trump et aux répliques possibles de cette élection en France et en Europe. 3 nouvelles personnes ont pris place au milieu de la rédaction de Mediapart, un journal dont je vous rappelle que vous pouvez le tester pour 15 jours pour 1 euro seulement. J'accueille d'abord Christine Ross, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de littérature comparée à la New York University. Vous aviez notamment écrit, c'était il y a un peu plus d'1 an, un très beau livre sur l'imaginaire de la commune aux éditions La Fabrique. Et vous êtes pas mal en ce moment entre la France et l'Amérique. Oui. À vos côtés, Sylvain Sipel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, essayiste. Vous avez publié tout récemment Un nouveau rêve américain qu'on va réinterroger pour voir ce qu'il a l'air des fois de se transformer en cauchemar. C'était aux éditions Autrement. Et enfin, Edoui, qu'on ne présente plus. Ça va? Edoui Plenel. Et je vous signale qu'à la fin de cette discussion, on retournera aux États-Unis grâce à nos grands moyens de Skype pour questionner Cécile Alduy, qui est professeure de littérature française à Stanford University et qui avait travaillé notamment sur Marine Le Pen et qui pourra donc nous faire un peu un comparatif des deux côtés de l'Atlantique. Mais je commence avec vous, Christine Ross, puisque on peut dire que vous êtes tout ce que Trump n'est pas. Vous êtes une femme, vous n'êtes pas milliardaire, vous êtes des fois plutôt proche de l'anarchisme, vous êtes une académique, ce qu'il déteste. Comment est-ce que vous, qui connaissez à la fois la France et les États-Unis, vous réagissez à cette élection? Je suis aussi quelqu'un qui a passé la plupart de l'année ici. Alors j'ai assisté à la campagne de loin. Et par contre, j'ai assisté en France au printemps à un autre cirque, si vous voulez. Je n'ai pas assisté au cirque américain, mais plutôt le cirque français. Et je parle de la façon dont la loi travail est devenue loi. Et pour cette raison, moi, je ferai la comparaison ou bien poser la question, est-ce que Trump est pire qu'Hollande? Est-ce qu'il est pire qu'Hollande? Est-ce qu'il est pire que May? Est-ce qu'il est pire que Merkel, celle qui chante la gloire de la communauté européenne après avoir écrasé la Grèce? Mais qui accueille des réfugiés alors que Donald Trump promet de les expulser. Oui, mais je crois que... Moi, je trouve que maintenant, dans l'atmosphère générale politique néolibérale, c'est souvent les Américains qui marchent sur les traces des Européens maintenant. Et la seule chose qui est peut-être différente, c'est que c'est le rôle démesuré de l'argent dans les élections américaines. Mais souvent, les résultats sont les mêmes. Alors, si vous regardez l'élection, la campagne présidentielle française maintenant, est-ce qu'il y a un candidat qui est meilleur que Trump? Je ne crois pas. Vous n'iriez pas? Aucun? Non. Alors, ce qui m'a frappé, la seule chose qui m'a vraiment surprise et qui m'a vraiment frappée dans la campagne américaine, c'était la candidature de Bernie Sanders et tous les faits de Bernie Sanders. Et il paraît maintenant que tous les sondages se sont trompés, sauf le sondage qui disait que Sanders aurait gagné contre Trump, tandis que Clinton perdrait. Et c'est vrai que Sanders, il avait le vote populaire, il avait une façon de parler aux gens qui sont privés de leurs droits. Il parlait très bien aux chômeurs, aux jeunes gens endettés, tous les gens précaires. Et il avait l'élan. Alors, il aurait privé Trump des votes de ces gens-là, gens qui ne voteraient jamais pour Clinton, qui est vraiment la manifestation, l'incarnation de l'élite. Et en plus, il aurait gardé les votes des gens de la gauche,
qu'il savait remobiliser. Et c'est pour ça que vraiment, il faut dire que c'est le Parti démocrate qui a choisi de sacrifier Sanders à la dynastie clintonienne. Et ce qui revient à dire que ce sont les progressistes qui ont préféré Trump à Sanders. Et ce sont eux qui ont choisi Trump. C'est pas ce que nous disaient exactement les intervenants du plateau précédent, mais en tout cas, c'est une hypothèse, parce qu'effectivement, le Parti démocrate a désavantagé Trump, et il y a même, pas seulement le Parti démocrate, il y a eu cette histoire de cette journaliste, Sanders, cette journaliste de CNN qui avait donné à l'avance les questions. Enfin, voilà, on sait que Sanders a été vraiment désavantagé dans la course aux primaires. Oui, et c'est pas, on peut entrer dans les détails aussi, c'est que le système des primaires même a privilégié Clinton. Tous les gens indépendants, du parti indépendant, comme Sanders, n'avaient pas le droit de voter dans les primaires dans certains États, comme New York par exemple. Si les indépendants pourraient voter dans les primaires, Sanders aurait gagné New York et non pas Clinton. Alors, c'est pour ça qu'on dit que c'est le Parti démocrate qui a réussi à établir cette situation. Sylvain Sipel, quelques mots de réaction peut-être sur ce que vient de dire Christine Ross. Qu'est-ce que ça vous inspire? Bonjour, Sylvain. Et puis... Je crois qu'effectivement, le système des primaires favorise plutôt ce que les Américains appellent les mavericks, c'est-à-dire les gens un peu indépendants, etc., ceux que personnalisait plutôt Sanders. Non, je crois honnêtement qu'il y a un verdict que beaucoup de gens ont fait il y a longtemps, c'est que Clinton était la pire candidate possible pour les démocrates. C'est-à-dire que ce qu'on n'a pas vu venir, alors on n'est pas là pour faire le précédent débat, mais ce qu'on n'a pas vu venir, c'est le fait que Trump était capable d'amalgamer autour de lui des gens qui ne votaient pas précédemment. Et Sanders aussi. Et Sanders aussi, c'est vrai, absolument. Mais fondamentalement, et la deuxième chose, c'est le fait que Clinton était vraiment l'incarnation de ce que énormément d'Américains rejettent aujourd'hui. C'est-à-dire l'éloignement du peuple, et des gens qui travaillent, c'est-à-dire un discours qui je dirais, empeste l'insincérité. Et elle était vraiment l'incarnation de ça. C'est-à-dire, elle a une sorte de, je ne sais pas si vous voyez, ce sourire permanent, figé. Il y a quelque chose de profondément... Elle donne ce sentiment-là. Peut-être qu'elle n'est pas comme ça en réalité. Peu importe, c'est le sentiment général qu'elle suscite. Et ça, c'était vraiment un handicap absolument énorme. Il faut quand même dire deux choses qui me semblent importantes. Il semble qu'en termes de voix, comme en 2000, c'est elle qui gagne. C'est-à-dire que si ça avait été une sorte de suffrage universel, elle aurait gagné. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui me frappe, moi, c'est que l'abstention est très importante par rapport aux deux derniers scrutins. Alors ça, on n'a pas forcément noté. Oui. Voilà. L'abstention est très importante. Le New York Times vient de le publier, là. Les taux d'abstention sont très importants. C'est-à-dire qu'il faut se poser la question, quels sont les gens qui avaient voté à 2 reprises et porté Obama au pouvoir? Il faut quand même se souvenir qu'Obama est réélu dans des circonstances économiques qui sont mauvaises. C'est-à-dire que même en termes de nombre d'emplois créés, en 2010, on n'a pas retrouvé le nombre d'emplois qu'il y avait avant 2008. Donc les conditions économiques dans lesquelles, en 2012, Obama se présente ne sont pas bonnes. Pourquoi il l'emporte? Il l'emporte parce qu'il correspond à la sociologie américaine. La grande énigme, la nouvelle sociologie américaine, il faut expliciter le nouveau rêve américain par son sous-titre, c'est la fin de l'Amérique blanche. C'est ça le nouveau rêve américain. C'est le livre que vous avez publié. Et je viens d'en sortir un autre qui s'appelle Liberty, qui est sur la question migratoire aux États-Unis, où je compare un peu avec la France, mais surtout sur les États-Unis. Et donc, ce qui est clair, c'est que Trump l'a emporté contre la sociologie et la démographie américaine. Voilà. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Expliquez-nous un peu ça. En gros,
alors on va affiner avec le temps parce que c'est un peu tôt, mais ce qui semble, d'après les premières données, absolument évident, les hispaniques ont globalement autant voté pour Clinton qu'ils avaient voté pour Obama, cette fois-ci. En revanche, les femmes ont un peu moins voté. Les femmes avaient voté à 55% pour Obama. C'est-à-dire qu'il y a eu un basculement aux États-Unis en l'espace de 20 ans. Les femmes étaient jusqu'à 20-25 ans plus conservatrices que les hommes, et aujourd'hui, elles sont beaucoup plus progressistes que les hommes. Elles avaient voté à 55%. Et là, visiblement, elles ont donné une majorité à Clinton, mais très faible. Les Noirs ont clairement moins bien voté. Et alors, là où ça devient très important, on revient à Sanders. C'est tous ces jeunes qui avaient voté Sanders, une partie notoire d'entre eux n'ont pas voté. Moi, j'étais à New York il y a 3 semaines, et j'ai passé 15 jours, et je peux vous dire que j'ai vu un nombre de jeunes qui disaient « over my dead body ». On me passera sur le corps, mais moi, je ne voterai pas pour cette femme. Ça, c'est un phénomène qui me semble très important. Au-delà de la polarisation sur Hillary Clinton, qui est effectivement qui était sans doute la pire des candidates, ne serait-ce qu'aussi par son nom, qu'elle est associée à son mari, politique menée par son mari, est-ce que c'est pas l'effondrement définitif d'une soi-disant social-démocratie, en fait complètement convertie au capitalisme, et qui du coup ne touche pas que les États-Unis? Ça me semble essentiel, ce que vous dites là. C'est-à-dire, effectivement... Écoutez, c'est simple. Officiellement, il y a 4,5 points de chômage. On est très loin de la situation française. Officiellement, la croissance est triple de la croissance française. Et pourtant, plus de la moitié des Américains pensent que la crise n'est pas finie. Et la raison, c'est que la répartition de la richesse, c'est 1%, c'est 99% pour le 1% et 1% pour les 99 autres. C'est ça, la répartition de la richesse aujourd'hui aux États-Unis. Donc, effectivement, les gens vivent dans le sentiment du déclassement. Et d'un déclassement croissant. C'est-à-dire que ça, la politique Obama n'a pas modifié la question de la précarité, la question de l'accroissement de l'accès aux richesses et aux revenus est quelque chose qui a perduré sous Obama. Donc ça, c'est quelque chose qui est devenu une question clé aux États-Unis. Et évidemment, pour des raisons... L'exploit de Trump, c'est que ce soit Hillary qui incarne Wall Street. Voilà un homme qui a fait sa fortune dans le bâtiment, qui veut virer 11,5 millions de sans-papiers, mais qui a utilisé à tire-larigot des sans-papiers pour bâtir... Il n'y a pas un secteur économique américain qui utilise plus de sans-papiers que le bâtiment. Peut-être l'hôtellerie. Et encore, je pense que c'est quand même le bâtiment. Voilà. Donc, c'est un exploit extraordinaire. Lui n'est pas l'homme de l'argent. Elle incarne Wall Street. La réalité, c'est qu'elle incarne Wall Street. La réalité, c'est qu'elle a d'excellentes relations avec Goldman Sachs et les autres milieux bancaires. Mais ce succès-là est tout à fait étonnant. Alors, je veux quand même ajouter une chose qui, moi, me semble importante. On ne peut pas exclure. Quand je dis que c'est contraire à la sociologie et la démographie américaine, c'est évident. Quand on regarde les évolutions socio-démographiques de l'Amérique, l'Amérique est un pays qui se mondialise de l'intérieur à une vitesse grand V. La diversité est croissante, quelle est la catégorie du recensement qui croît le plus? Eh bien, c'est la catégorie des métis, des gens qui aujourd'hui se déclarent mixtes. Le maire de San Francisco aujourd'hui, c'est un Chinois qui est marié à une Latina et dont les enfants sont des Sino-Latino-Américains et ils s'en trouvent très bien. Et ça, c'est l'Amérique qui est en train de devenir. Donc, de ce point de vue-là, il y a une leçon qui peut être optimiste de l'élection de Trump, qui est que c'est le dernier hockey de l'homme blanc. C'est-à-dire c'est la dernière... Allez, mais avant la catastrophe pour ces gens-là. C'est-à-dire avant la catastrophe qui sera une Amérique de plus en plus ouverte à l'immigration. Parce qu'en fin de compte, l'économie américaine ne peut pas se passer... J'ai fait un nouveau bouquin depuis sur la question migratoire et j'y évoque il y a au moins 5-6 États dans lesquels, sans les immigrés sans papier, l'économie de ces États s'effondre, cesse demain de fonctionner. Donc, le besoin de ces immigrés finiront par être régularisés et deviendront d'excellents Américains. De ce point de vue-là, la victoire de Trump, elle a bénéficié d'une conjoncture très particulière. Il faut reconnaître que très peu de gens
moi le premier, je pensais que malgré tous ces handicaps, elle finirait par gagner. Mais peu importe, je pense qu'on ne peut pas exclure que ce soit un reflux. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une différence essentielle entre ce qui se passe en Europe et ce qui se passe aux États-Unis. Je pense qu'aujourd'hui, Trump a gagné avec son discours, pour les gens qui ont adhéré à son discours anti-chinois, anti-mexicain, etc., ou malgré son discours. Et il y a pas mal de gens qui ont voté Trump malgré son discours, c'est-à-dire qui ont voté Trump contre Clinton, pour ne pas voter Clinton, y compris dans les couches populaires. Cela étant, comme je disais, l'Amérique évolue et il ne représente pas les évolutions de l'Amérique. Voilà. Donc ça peut être une phase intérimaire, alors que je dirais qu'en Europe, ce qu'on appelle le populisme, c'est un mot fourre-tout, mais les candidats populistes aujourd'hui surfent sur une vague qui est le sentiment que l'avenir leur appartient. Le sentiment de l'homme blanc américain aujourd'hui, et la source de sa rage, c'est qu'il se vit dans une situation de dépossession, au fur et à mesure. Donc il est possible que ce soit le dernier cri de rage de l'homme blanc. Ça va durer 4 ans et ça peut être pénible sur beaucoup d'aspects. Hein. Mais ça peut être ça. Ça peut être plus profond. Alors sur cette question, effectivement, de est-ce que c'est la même chose qui se passe outre-Atlantique et ici, quand même, ce matin, en conférence de rédaction quotidienne, à 10h, on était tous un peu dans comme au lendemain du Brexit. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu ça venir? Comment on fait, du coup, pour éviter le 8 mai prochain de se retrouver avec la même soi-disant surprise, avec une Marine Le Pen qui serait présidente? Je pense qu'il faut plus croire ce qu'on écrit nous-mêmes et le prendre plus au pied de la lettre. D'abord, croire ce qu'on dit en disant que notre métier, c'est d'être attentif à l'événement, de se dire que l'histoire n'est jamais écrite. L'histoire ne fait rien. Phrase de Friedrich Engels qu'il faut se souvenir toujours. L'histoire ne fait rien. Les hommes, les circonstances, les accidents, les bifurcations, toujours la possibilité de l'événement. Ça ne veut pas dire qu'il est bon, ça ne veut pas dire qu'il est forcément mauvais, l'événement. Et donc, cela vaut encore plus dans les temps qui sont les nôtres, qui sont des temps de bifurcation permanente. Toutes ces crispations autoritaires, identitaires, il n'y a pas que l'Amérique, il y a évidemment notre continent, et il y en a plusieurs versions, mais il y a évidemment M. Poutine, il y a M. Erdogan. M. Erdogan, l'événement, l'OTAN et en même temps l'alliance avec Poutine, hein, des mariages totalement inattendus. Donc, nous sommes dans ce moment-là, en termes de situation, d'époque de transition. Mais la deuxième chose qu'il faut croire, et nous l'avons écrit, donc il faut le prendre au sérieux, pas se dire c'est parce qu'il y a Trump qu'on se réveille. Nous avons écrit à Mediapart depuis 3 ans que l'élection de Marine Le Pen est possible en 2017. Nous l'avons dit exactement par le paysage qui se crée aujourd'hui. D'abord parce que la situation du système dominant aujourd'hui mène à la catastrophe. Bon, Trump est le produit de cette catastrophe qui est une catastrophe économique, une catastrophe écologique, etc. et qui produit, on ne va pas reprendre la formule de Gramsci que nous avons popularisée, mais elle est importante, qui produit des monstres. Hein, entre ce vieux monde qui s'accroche et le nouveau monde... On avait fait un pari avec Mathieu pour savoir si tu la dirais ou pas. Et c'est très bien que nous l'ayons popularisée parce qu'elle est très éclairante. C'est-à-dire derrière le mot monstre, elle produit des phénomènes inattendus. On essaye de se rassurer. Je dirais juste, par exemple, il y a quelque chose dans les clichés journalistiques sur le clown. Le clown. Bon, petite parenthèse, quand il y a de l'inédit, quand on regarde des archives, ah ben oui, quand on regarde Mussolini, il a l'air assez clownesque. Quand on regarde Hitler, et d'ailleurs Chaplin l'a fait en temps et en heure, il a l'air assez clownesque. Donc bon, c'est une façon à bon compte de se rassurer. Mais petit détail qu'il faudrait rappeler, dans le côté transgressif de Trump, vous savez qui a popularisé Trump au point de faire le seul premier interview dans la presse française à valeur actuelle? André Berkoff, l'homme qui promouvait dans le passé Bernard Tapie. L'homme qui a édité Gagné de Tapie, la même idéologie, et qui a fait d'ailleurs en septembre un bouquin valorisant Trump, valorisant tout ce qu'il dit dans le même genre. Donc, croire ce qu'on dit, qu'est-ce que nous disions, et qui vaut encore plus aujourd'hui, et qui a été rappelé à l'instant, c'est que face à une situation où ce monde économique court à la catastrophe, la crise européenne le montre, la crise financière, la crise écologique, si en face, la gauche dominante
est une gauche qui se convertit à cet ordre, qui ne représente pas une alternative, qui ne parle plus à son base sociale, qui la légitime historiquement, eh bien, évidemment qu'on se tourne vers autre chose. Et on se tourne vers toute cette longue durée de contre-réforme libérale, idéologique, qui réhabilite l'injustice naturelle, les inégalités, qui s'accroche sur l'identité, etc. Qu'est-ce qui peut se passer en France aujourd'hui? Une gauche totalement démobilisée, qui se dit, comme a dit notre ami tout à l'heure, qu'après tout, tous ces gens-là, c'est les mêmes politiques, je ne vois pas pourquoi j'irais, et d'ailleurs, ils ne me parlent pas, ils m'humilient, etc. Donc, la gauche démobilisée, la droite divisée, qui laisse un Sarkozy qui est une honte pour la République entre les affaires libyennes, la corruption à puissance grand V, être au cœur de sa campagne électorale. Droite divisée, gauche démobilisée. L'extrême droite n'est pas majoritaire pour autant, mais elle peut gagner l'élection, bien sûr. Elle peut gagner l'élection. Dans ce moment, l'accident est possible. Et au cœur de cela, ce qui pose, dans les contextes différents de nos pays, Bernie Sanders, Corbyn, Mélenchon, quoi qu'on pense de Mélenchon, mais de ce point de vue, sa logique est cohérente, ou les débats des mouvements citoyens en Espagne, ou d'autres alternatives différentes en Italie. Il faut chercher une alternative aujourd'hui. L'alternative ne peut pas être, comme on entend depuis ce matin par la bouche du premier secrétaire du PS, arrêtez de faire les imbéciles, prenez les choses au sérieux, etc. Non, c'est nous qui prenons les choses au sérieux. C'est nous qui vous disons, vous ne pouvez pas continuer à leur faire la courte échelle. Nous avons écrit à Mediapart qu'une gauche qui renonce à être ce qu'elle est, qui fait la politique de la droite, fait la courte échelle de l'extrême droite. Eh bien, nous y sommes. Sur cette question, parce qu'effectivement, on a l'impression qu'aujourd'hui, l'élection de Trump, on peut citer Poutine, Erdogan, Viktor Orban en Hongrie, qu'on assiste quand même à un néo-autoritarisme qui a l'air assez bien réparti des deux côtés de l'Atlantique. Pourquoi est-ce que, Sylvain Sipel, vous disiez que c'est pas forcément la même chose? Il y a une différence notoire, je pense. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, et c'est là-dessus que porte le bouquin que j'ai fait, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, sur les questions économiques, très clairement, les démocrates font la politique de Wall Street. Alors, avec Obama a fait une politique plus réformiste, etc., que ne l'aurait fait, est-ce que je sais, Romney, mais peu importe, globalement. Il y a un problème ? Pardon. Globalement, l'administration démocrate faisait la politique de Wall Street. En revanche, le Parti démocrate et la société civile américaine, sur les questions sociétale, et en particulier sur la question des minorités et sur la question migratoire, c'est-à-dire le discours qu'a tenu Obama et au fond celui qu'a tenu Clinton sur la question migratoire est un discours qui dit il faut régulariser les 11,5 millions de travailleurs sans papier, il faut leur offrir ce qu'ils appellent path to citizenship, c'est-à-dire un moyen d'accéder à la citoyenneté, etc., etc. Et donc, de ce point de vue-là, le discours qui est porté en face des tenants de la droite américaine, en face du discours anti-immigré, est un discours qui, lui, n'a pas capitulé. Et ça me semble très important. C'est-à-dire, là, il y a une différence notoire entre ce qui se passe dans la société américaine. Il y a une partie très importante de la société qui est entrée dans l'idée de la mixité et de la diversité, et qui l'accepte et qui la valorise. Ce qui est beaucoup plus ardu en France, aujourd'hui. Moi, je voudrais rebondir sur ce que disait Sylvain, parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait tant de... Il y a des différences, mais il y a quand même une tendance globale. Ce que tu as décrit très bien dans ton livre sur l'immigration aux États-Unis est aussi une partie de la réalité. Nous sommes une Amérique de l'Europe, nous sommes un pays multiculturel. La vérité, c'est que toutes ces crispations autoritaires, mais l'histoire n'est pas écrite, et la catastrophe peut avoir lieu, marquent la réticence d'un monde anciennement dominant face à l'avènement d'une société globale multiculturelle. Pas seulement nous, ceux du monde dominant. Aujourd'hui, quelqu'un du Mali qui veut aller en France connaît mieux la France qu'un paysan du Massif central qui voulait aller à la ville au XIXe siècle. Nous sommes dans ce monde multiculturel, intraculturel, etc. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que des sociétés, des économies, des classes dirigeantes qui faisaient le là de ce monde depuis des siècles, eh bien, se crispent. Et du coup,
dans des poupées gigognes, s'en prennent, dans ces cas-là, évidemment, hein, le bouc émissaire. Et le bouc émissaire, tout le monde y passe. C'est très intéressant, Trump, de ce point de vue. Nous ne sommes évidemment pas à l'abri. Quels sont les plus gros succès de librairie quand on parle de Zemmour? C'est évidemment les immigrés, mais autant les femmes que Trump. La même vulgarité, le même sexisme et la même façon de considérer les femmes, soit comme des productrices, soit comme des objets. On l'a entendu, on l'a vu, le même regard sur les homosexuels, etc. Donc nous sommes dans ce moment où il y a ce monde-là qui se crée. Ce n'est pas seulement le monde blanc, c'est un monde de domination et qui, du coup, comme il sait qu'il est fragile, comme il sait que la catastrophe est possible, comme il sait qu'il est du côté de ses intérêts économiques, etc., ben, que va-t-il faire? Il va être dans une logique de repli, il va être dans une logique de bouc émissaire, donc une logique d'autoritarisme, donc une logique verticale. Ceux qui disent, attention, Trump, entre ce qu'il a dit pour être élu et ce qu'il va faire, etc., non, il faut prendre ces gens-là au mot. Il faut écouter ce qu'ils disent. Ils disent réellement ce qu'ils pensent. Et ils ont une puissance capable d'appliquer cela. Donc, je suis d'accord avec Sylvain en disant ce sont des gens qui résistent au monde tel qu'il est advenu. Aujourd'hui, nous sommes passés dans ce monde, 5 siècles après Colomb. C'est une autre histoire, c'est le backlash, c'est le retour à l'envoyeur, la créolisation du monde, comme disait Édouard Glissant, le tout monde, nous y sommes. Mais, bien sûr, mais il n'empêche qu'avec les puissances des pays qui sont concernés, que des accidents peuvent arriver. La barbarie dans la civilisation, elle est déjà là. Elle est déjà au cœur de toutes sortes d'événements. Et donc, nous sommes vraiment dans cet entre-deux. J'ai retrouvé une citation, juste pour nos auditeurs, parce qu'elle est intéressante par qui l'a fait. Mais oublions le mot, parce qu'il faut toujours trouver un mot. Je ne sais pas quel est le mot, et ce n'est pas le mot ancien, c'est évidemment pas le mot fascisme. Mais c'est une citation donc de 1943. « Le fascisme est l'enfant maudit de la concurrence et du profit, c'est-à-dire du régime capitaliste. » Ce n'est pas une citation d'un gauchiste, c'est Amédée Dunois, le rédacteur en chef du Populaire. Je dis ça pour les socialistes d'aujourd'hui, qui va être déporté juste après. Le journaliste qui était témoin de l'assassinat de Jaurès. C'est ce qu'il écrit en 1943. Et c'est là où nous avons un problème. Parce que, encore, là, c'est ce que vous me passiez, la réaction du Premier ministre actuel, François Hollande, la victoire de Trump marque le besoin de frontières. En clair, il parle Manuel comme... Valls, pas François Hollande. Manuel Valls, pardon, j'ai dit le Premier ministre. Bon, mais de toute façon, ils sont embarqués dans le même bateau. Marque le besoin de frontières. Qu'est-ce que nous avons chroniqué depuis 4 ans? C'est comment nous avons une gauche élue pour dire non à l'histarisation sarkozyste, pour dire non à l'extrémisation de la droite, qui a repris son langage, qui l'a repris sur les migrants, qui l'a repris sur l'entreprise, etc., qui l'a repris sur les frontières, et qui donc refuse de penser ce monde global, son interdépendance, sa fragilité, qui a réépousé les logiques des néoconservateurs sur des guerres dont on ne débat pas, que l'on ne documente pas, que l'on ne peut pas critiquer et qui ne font qu'ajouter du désordre au désordre au monde. Et l'intérêt de l'histoire de Trump, c'est de montrer par la triangulation qui a été la sienne, comment, y compris pour parler à différents électeurs, parler sécurité, d'où cette conjonction avec Poutine et avec le régime russe, y compris intégrer ce débat sur cela par rapport au bilan de cette gauche-là. En clair, ils enfantent ça, ils enfantent cela. Et c'est le problème dans lequel nous sommes, comme, hélas, les gauches européennes, dans d'autres temps, ont laissé passer la catastrophe. Ça ne condamne pas tous les militants concernés, mais leurs dirigeants. Quand je disais que juste une phrase, quand je disais que c'est le dernier hockey, c'est-à-dire quand je disais que l'élection de Trump est antinomique avec l'évolution de la société américaine, c'était pour développer la version optimiste des choses, évidemment. On ne peut jamais exclure le pire. Et la citation de Valls est vraiment intéressante. C'est pour ça que j'ai commencé avec la comparaison entre Valls, Hollande et Trump. Il ne faut pas aller jusqu'à Marine Le Pen. On est déjà là, ici en France. Mais alors, je sais bien, juste
petite nuance qui est un débat que nous aurons, hein, y compris nous-mêmes toutes les semaines, etc. Vous savez, vous vous souvenez des textes de George Orwell dans le débat au moment quand il était minuit dans le siècle. C'est-à-dire que, bien sûr, qu'il y a des politiques conservatrices, des politiques comme ça, et en même temps, les institutions, quand on les donne à des forces idéologiques qui sont profondément identitaires, qui ne sont pas simplement en train de dériver, qui ont vraiment une cohérence identitaire, qui ont vraiment un corpus, qui savent vraiment ce qu'elle veut faire, là, il peut y avoir des changements de quantité en qualité. Il peut y avoir des cristallisations. Je suis d'accord avec vous. Je viens de dire cela sur l'occasion manquée en France depuis 2012. Et en même temps, je pense que pour moi, une force d'extrême droite, qui a son histoire d'extrême droite, qui sait ce qu'elle veut, n'est pas la même chose qu'une gauche égarée ou qu'une droite conservatrice. Je crois que c'est le narcissisme de petites différences. Sans, effectivement, là c'est un débat qu'on je pense qu'on aura l'occasion d'avoir pendant toute cette année électorale. Une dernière question comme à vous, Christine Ross, pour conclure un peu cette discussion avant de retourner aux États-Unis. On voit bien comment effectivement une gauche de gouvernement a endossé les politiques et les rhétoriques de la droite et ainsi fait la courte échelle à l'extrême droite. On sent aussi, vous avez travaillé vous sur l'imaginaire de la commune, que la gauche qui critique cette gauche de gouvernement qui fait des politiques de droite, elle manque déjà d'unité et peut-être un peu d'imaginaire. Comment vous expliquez ça parce qu'une élection, on voit bien, malgré tout, Trump a réussi à créer un imaginaire désirable pour, alors peut-être pas une majorité de vote, mais en tout cas une majorité de grands électeurs. Est-ce que la gauche depuis laquelle vous vous situez, elle ne manque pas aujourd'hui d'imaginaire au moins rassembleur? C'est pour ça que j'ai parlé un peu de l'effet Sanders, parce que Sanders, les gens qui ont soutenu Sanders, la plupart sont venus du mouvement social Occupy. Il y a un lignée qui va de l'Occupy jusqu'à Sanders. En passant par certains syndicats. Oui. Très important, les syndicats. Oui, et c'est un peu, c'est une espèce de solidarité qui a été créée sur, et ça, c'est cette solidarité qui, pour moi, ça fait partie d'une espèce d'imaginaire, si vous voulez, qui pourrait redevenir intéressante aux États-Unis. Je crois qu'on doit espérer. En deux mots, on est au cœur du sujet, c'est-à-dire qu'on ne combat pas des forces comme cela en faisant la morale aux électeurs, en se prétendant au-dessus d'eux. On les combat par un imaginaire supérieur qui mobilise, qui crée un rapport de force, qui crée une dynamique. C'est comme ça que se fait la politique. La politique, elle ne se fait pas qu'avec de la combinazione ou qu'avec je suis au-dessus de tout ça. Elle parle, c'est un corps vivant. C'est un corps vivant. Et dans un cas, là, il y a eu quelqu'un qui l'a pris comme un corps vivant, avec y compris la vulgarité, la grossièreté. Et il y a d'autres qui se sont dit, regardez ce que tu as appelé l'insincérité, regardez comment on va nous le faire. Hein, prenons-nous au sérieux, nous sommes sérieux. Non, il faut s'avancer comme ça et l'imaginaire recouvre cette question. Et le problème à gauche, c'est le renoncement à un imaginaire, à des mots forts comme l'égalité qui est au cœur de ce qu'on doit brandir contre ces forces-là. Nous sommes libres et égaux en droit, quelle que soit notre origine, notre apparence, notre croyance, notre sexe, notre identité, quelle qu'elle soit. Et ça, c'est cela qu'il faut brandir, c'est ça, cette dynamique qu'aujourd'hui, il faut affirmer plus que jamais. Merci beaucoup à tous les trois. Je vous propose maintenant qu'on franchisse à nouveau l'Atlantique, où nous sommes normalement en ligne par Skype avec Cécile Alduy, qui est professeure de littérature française à Stanford, et vous avez publié récemment Marine Le Pen, prise au mot. Bonsoir Cécile. Bonjour. Bonjour, oui, pour vous en Californie, Cécile Alduy. Alors, c'est un peu bizarre parce que ce matin, vous vous retrouvez certes dans un pays où Donald Trump est président et en même temps dans un État, la Californie, qui a voté massivement démocrate et où, par ailleurs, la consommation récréative du cannabis a été légalisée. Donc, c'est quoi votre état d'esprit ce matin ? Oui, alors
bon, la consommation réactive du cannabis ne m'intéressait pas particulièrement par rapport aux enjeux de l'élection présidentielle. C'est vrai qu'il y a une schizophrénie dans le fait d'habiter aux États-Unis parce que l'État où on habite, pour moi la Californie, n'a rien à voir avec les résultats au niveau national. Je crois qu'il y a 60 ou 65% des électeurs en Californie qui ont voté pour Hillary Clinton. Par ailleurs, il y avait d'autres propositions comme l'abolition de la peine de mort qui ne sont pas passées. Donc c'est un État libéral, mais pas aussi libéral que ça. Mais l'état d'esprit, c'est tout de même l'abattement, justement parce que on est dans une Amérique extrêmement fragmentée et divisée. Ça a été mentionné par vos intervenants. En fait, il y a des bulles médiatiques, des bulles politiques, ou par l'influence des réseaux sociaux aussi, et de la fragmentation culturelle des États, selon là où on habite, dans quelle ville, dans quel milieu, on n'est pas du tout en contact avec l'autre camp, pour parler simplement. D'où le cas de choc de beaucoup de gens aux États-Unis qui n'ont pas voté Trump parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer que ça puisse arriver. On a parlé d'imaginaire à l'instant, c'était sur ça que la discussion précédente s'est terminée. Vous étudiez, une de vos spécialités, votre travail, c'est de passer les discours des uns et des autres. Vous l'avez fait avec Marine Le Pen dans votre livre au crible, donc, de faire une analyse sémantique des discours. C'est quoi l'imaginaire de Donald Trump, cet imaginaire victorieux dont on a parlé? Donc ça le mène à la victoire. On a l'impression, en l'entendant, par exemple, son discours de clôture à la Convention républicaine de Cleveland, qui a été décrit comme à peu près un des plus lugubres de l'histoire contemporaine américaine. C'est quoi l'imaginaire politique victorieux, en l'occurrence, de Donald Trump? C'est non seulement un imaginaire, mais c'est une marque de fabrique au sens le plus commercial qu'il soit. C'est-à-dire que Trump, c'est la marque du winner, de on gagne, et les autres, ce sont des losers. Donc c'est un imaginaire qui est structuré, comme beaucoup des imaginaires populistes, sur un binarisme. Il y a un camp, le nôtre, qui est dans le cas de Trump, celui de ceux qui gagnent, celui de ceux qui ne sont pas écoutés, mais qui sont l'Amérique profonde, qui sont la vraie Amérique. Donc il y a le même discours aussi de la vérité et du mensonge. D'un côté, ceux qui disent la vérité qu'on ne veut pas entendre, de l'autre, les élites qui mentent, qui sont corrompues, qui vont trafiquer les résultats des élections. Et d'autre part, cette idée d'une essence de l'Amérique qui a été soit dilapidée, soit spoliée par les récentes évolutions démographiques et économiques. Donc cet imaginaire sous-jacent d'un âge d'or qu'il faudrait retrouver, qui n'est jamais vraiment défini, quand c'est ce que c'était, etc. Mais Make America Great Again. Donc il faut redonner à l'Amérique sa grandeur, comme si elle l'avait perdue. Donc cette nostalgie d'un âge d'or perdu, qui repose quand même toujours sur l'idée qu'avant c'était mieux aussi parce qu'on était tous pareil, il n'y avait pas de musulmans, il n'y avait pas d'immigrés, il n'y avait pas d'hispaniques, les femmes étaient à leur place au foyer, etc. Donc, si on va au-delà du discours un peu commercial, de télé-réalité de Donald Trump, il y a une certaine cohérence d'un discours populiste, traditionnaliste et réactionnaire qui vante un âge d'or à retrouver, et ce qui permet la critique de tout ce qui ne va pas bien aujourd'hui. Et aussi de motiver les électeurs pour retrouver cette force parce qu'ils sont légitimés à la fois parce que c'est eux qui ont raison, c'est eux qui représentent la vraie Amérique, et les autres, c'est d'une certaine façon l'incarnation de la corruption, du mensonge et de la fausseté en général. Alors vous faites, par vos travaux ces dernières années, vous faites partie des gens, des observateurs, des chercheurs qui sont, on va dire, lucidement inquiets, en tout cas observateurs inquiets de la progression de l'extrême droite en Europe. Ça rejoint un peu la question qu'on s'est posée tout à l'heure. Est-ce que ce vote-là de hier, après ce qu'on a constaté sur le Brexit il y a quelques mois, préfigure tout simplement, pour vous qui travaillez beaucoup sur le Front National, la victoire possible, l'accident possible dont a parlé Edoui Plenel, de la victoire de Marine Le Pen à la présidentielle? Alors, on ne peut pas vraiment dire que ça préfigure au sens où il n'y aurait pas vraiment de lien de cause à effet ou même
ce sont des systèmes parallèles, hein, les États-Unis et la France. Mais ce qui est certain, c'est que l'hypothèse d'une victoire du Front National en 2017 n'est pas à écarter, parce qu'elle va dépendre, comme aujourd'hui aux États-Unis, de la mobilisation des électorats. Et on est dans un système actuel en France où tous les partis, entre guillemets traditionnels, bien que le Front National soit dans la gamme des partis depuis 40 ans, les partis de gouvernement, entre guillemets, ont énormément de mal à mobiliser leurs électeurs pour toutes les raisons qu'on a dit sur ce panel depuis le début, c'est-à-dire une accumulation de scandales d'un côté, des divisions au sein de chaque camp, que ce soit parmi les Républicains, le Parti socialiste ou la gauche plus large, un discrédit total des élites gouvernantes, l'absence de résultats économiques, le fait qu'on ait presque 10% de chômage depuis 30 ans, ce sont des tendances très lourdes. Donc moi, je ne parlerai pas d'accident si Marine Le Pen est élue présidente. Je parlerai d'une continuité avec une évolution qui a été lente et peut-être imperceptible pendant longtemps de l'électorat, un électorat qui est extrêmement solide. S'il y a un parti qui a un électorat solide qui va se rendre aux urnes, c'est l'électorat du Front National, avec une base de 15% des électeurs, pas des votants, qui vient perpétuellement nourrir ce vote, et auquel s'ajoutent des mécontents qui venaient d'autres partis, d'autres tendances, et à qui on n'offre pas d'alternative. Et je rejoins totalement ce que vient de dire Edoui Plenel sur le manque d'offres politiques alternatives en France. Tant qu'il n'y aura pas quelque chose en face du Front National, il n'y a aucune raison que les gens aillent ailleurs. Merci beaucoup Cécile Alduy. Merci vraiment à toutes les équipes techniques, journalistiques et tous nos invités qui ont permis le montage de ce live exceptionnel dédié consacré au séisme Trump.